Les heures qui précèdent le premier tour sont des heures extrêmement fébriles et tendues. Je crois que le moment le plus douloureux, ça a été le soir, quand on a eu le résultat, et qu'il a fallu que j'aille voir mes militants pour dire quelque chose. Vous vous y attendez quand même un peu, en espérant que ce ne sera pas ça. Oui, j'ai pensé que c'était possible. J'ai pensé que le deuxième tour était à portée de la main. Avant l'élection présidentielle, Lacroix a rencontré des ex-candidates et candidats. Ils reviennent sur leur campagne et sur leur investissement personnel. Comment vit-on cette expérience ? Ils racontent. Les heures qui précèdent le premier tour sont des heures extrêmement fébriles et tendues. Il faut attendre. C'est long. Et que faire pendant cette journée de dimanche, une fois que j'ai été voté, une fois que j'ai téléphoné aux uns et aux autres pour savoir si la participation était conforme à ce qui était attendu. Il y a de l'angoisse, mais il faut essayer de se désangoisser, de faire des choses simples, aller déjeuner dans la famille, aller même au cinéma l'après-midi, pour taire un peu l'attente, quoi. Faire autre chose qui vous sorte de cette angoisse d'attendre les résultats. Mais tous les soirs, au moment où on dépouille, c'est effrayant. Il faut un petit whisky pour tenir le choc, parce que sinon, ça va pas. C'est l'adrénaline, bien sûr. Mais ça fait partie de la vie politique. Est-ce que j'avais plus d'inquiétude que pour les législatives ? Non. Non, j'avais pas plus d'inquiétude, non. Bon, alors, c'est pas le moment le plus agréable. Alors, je sais pas vous, mais le moment où vous allez avoir le résultat de l'examen universitaire, moi, j'ai jamais vécu ça agréablement. Alors, peut-être j'avais pas fait ce qu'il fallait pour être certain du succès, mais le moment où vous attendez des résultats médicaux, même si vous n'avez pas de raison d'être inquiet, il y a toujours un petit pincement au cœur. Et alors, le résultat d'une élection, moi, j'ai toujours vécu ça très, très mal. Jamais j'ai été tranquille. La journée du vote, je suis députée sortante, donc je fais le tour des bureaux de vote de ma circonscription. Donc bien sûr, l'accueil dans les bureaux de vote de ma circonscription est plutôt positif, plutôt sympa, plutôt bon. Je discute avec les gens. Donc la journée se passe bien. Là où ça commence à devenir très tendu, c'est quand je quitte ma circonscription et que je me rends de nouveau au place du colonel Fabien, au siège du parti, où là je suis dans mon bureau et que j'attends la fameuse annonce, là, les fameuses premières estimations, comme on dit. Là, c'est le moment le plus dur. J'avais un local de campagne qui était rue de Turin, donc vous voyez, dans le quartier de l'Europe, qui était une boutique. Il y avait 2-3 pièces. Il faut avoir 2 pièces sur rue et une pièce derrière. C'était modeste, on n'est pas des moyens extravagants. Donc il y a eu les renseignements généraux qui me surveillaient, mais de manière très, pas du tout agressive, simplement de veiller à ma sécurité, c'est tout, voir si tout se passait bien. C'était leur boulot, il n'y avait rien à dire. Et ils sont passés le mercredi soir, et ils m'ont parlé de Le Pen. En disant, il est bien possible qu'il y ait une surprise Le Pen au premier tour. Mercredi soir. Donc les 3 jours qui précèdent, effectivement, d'abord vous faites campagne jusqu'au vendredi soir. Donc on fait le maximum. Ensuite, il y a un moment, maintenant les dés sont jetés. Donc j'étais chez moi, en attendant d'aller à la soirée électorale qui avait lieu au Trianon. Vers 18h, je pense, Jean-Luc Benamias, qui était le directeur de campagne, me donne une première estimation. Et cette première estimation, figurez-vous, elle me donnait à 4,91. Choc. Je monte dans la voiture, j'étais suivi par des journalistes sur leur moto, et il y en a un qui frappe sur le chemin qui nous conduisait au Trianon, qui tape à la fenêtre et qui me dit Le Pen au deuxième tour. Deuxième choc. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Donc je me suis réfugié dans une cabine, dans une loge,
du Trianon, avec mes 3 copains les plus proches, et j'ai rédigé un texte appelant à voter Chirac et à se retrouver à la Bastille pour faire front, pour faire face à Le Pen. Et donc j'avais ces jeunes qui m'applaudissaient pour mon résultat et en même temps cet effroi dans Le Pen au 2e tour. Donc c'était vraiment un sentiment très, très paradoxal, mais très, 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 très fort. Je crois que le moment le plus douloureux pour moi, ça a été le soir, quand on a eu le résultat, et qu'il a fallu que j'aille voir mes militants pour dire quelque chose. Mais qu'est-ce que je pouvais dire ? Qu'est-ce que je pouvais dire ? Et il y avait un certain nombre de personnes dans la salle qui étaient soutiens du Front National et qui sont venus pour me huer. Ça a été très, très, très douloureux pour moi. Les résultats, je les ai attendus avec mes équipes et quelques caméras de télévision, rue de Naples ou rue de Turin, je ne sais plus où on était, avec l'anxiété, bien sûr. Je savais bien que je ne serais pas au 2e tour. La question, c'est est-ce que je vais faire 0,5, 2 ou 4, quoi. C'était ça le sujet. Et quand j'ai vu les résultats, je crois que j'étais le premier candidat à voter Jacques Chirac, à 8h02 ou 8h05. Jospin est éliminé et évidemment tout change dans la perception de cet enjeu démocratique. J'ai des rencontres avec Jacques Chirac qui se passent plus ou moins bien parce que ma thèse est simple, je lui dis tu vas faire 80%. Et donc il faut faire un gouvernement d'union nationale. Et il me dit c'est des conneries, je vais faire le parti unique. Je dis j'en serai pas. Et il dit, avec une sincérité plus ou moins grande, mais c'est pas grave, on restera amis quand même. Je sais ce que cette phrase signifie en termes d'amitié future. Tout a changé simplement parce que 0,5% des voix se sont déplacées. Et elles se sont déplacées parce qu'il y a eu, vous vous souvenez peut-être, cette histoire incroyable du père Voise, un vieux monsieur qui se fait agresser pour des raisons qui n'ont jamais été élucidées, et les chaînes de télévision, et TF1 en particulier, font pendant 48 heures l'incessante répétition de cette violence. Et 48 heures de télévision, la veille du scrutin, ça change beaucoup de voix. Ça a joué un rôle majeur. Le jour du résultat, je me rappelle, c'était ça mon premier truc, c'était de dire bon, voilà, on a échoué, quoi. J'ai échoué et j'ai pas répondu à cette attente. Alors après, tout de suite après, on vous dit il faut aller prendre la parole. Les militants sont en bas, donc vous reprenez figure et vous essayez de redonner de l'espoir. Mais moi, je pense que c'est des campagnes qui vous marquent quand même au niveau humain. Le score qui tombe est dur. Que vous le vouliez ou non, vous espériez plus. Même si ce n'était pas réaliste, mais vous espériez plus. Donc là, c'est la réalité qui tombe. Vous avez quelques instants, quelques minutes pour parler avec 2-3 personnes, voilà, reprendre sur vous-même, et puis il faut aller parler. Vous savez, peut-être grâce au sondage, mais quand vous savez que vous êtes autour de 1-2%, vous vous y attendez quand même un peu, en espérant que ce ne sera pas ça. Oui, j'ai pensé que c'était possible. Oui, j'ai pensé que c'était possible. J'ai pensé que le 2e tour était à portée de la main. Et il l'était. Ça a failli basculer. Je peux révéler aujourd'hui que je pense que Michel Rocard a failli me rejoindre, a hésité. Il se dit confiant pour le 6 mai et il a des raisons de l'être. Avec une avance de 2 points sur Nicolas Sarkozy au premier tour, François Hollande aborde le second en position favorable. Son objectif pour les 2 semaines qui viennent, rassembler tous ceux qui veulent en finir avec le sarkozysme. Non, je n'avais pas de doute sur le résultat. Bien sûr qu'il y a toujours une part d'incertitude. Est-ce que les sondages qui ont été répétés tout au long
des derniers jours, des dernières heures vont être contredits? Est-ce que les électeurs vont finalement prendre une totale liberté par rapport à ce qu'ils avaient laissé entendre à travers des enquêtes d'opinion? Et il y a toujours ce doute. Mais il y avait une telle répétition, une telle conviction que l'élection était jouée, peut-être pas avec la marge qui avait été à un moment indiquée ou espérée, que je n'avais pas vraiment de doute sur le résultat. Et puis arrive 18h, les bureaux de vote pour une partie des villes sont clos. J'attends donc les coups de téléphone venant des instituts de sondage pour nous donner des estimations. Elles arrivent finalement assez tôt, 18h45. Elles sont vite corroborées, confirmées. Donc à 19h, il n'y a pas le moindre doute. À 19h15, 19h30, Nicolas Sarkozy m'appelle pour me dire qu'il me félicite de manière très républicaine, qu'il est à la disposition, en tout cas ses équipes, pour assurer la transition. Donc je sais que je suis élu, mais qu'en savent les Français? Il y a la presse l'a déjà intégré, mais ceux qui votent encore, parce qu'on vote jusqu'à 20h, ils n'ont pas le résultat, et heureusement qu'ils n'ont pas le résultat. Alors pourquoi aller voter si le résultat est acquis? Donc il faut attendre 20h. Et je fais comme tous les Français, je m'assois dans un fauteuil, j'allume la télévision avec mes collaborateurs, mes soutiens. Je suis à Tulle, dans mon bureau de président du département. La télévision a du mal à être allumée. Mais enfin, à 20h moins 2, l'écran s'allume. Et j'attends. Oui, il faut attendre 20h. Non pas que le journaliste ou les journalistes à 20h ont plus d'informations que je n'en dispose, mais parce que l'image, l'affirmation, la déclaration finalement de victoire, que seul pourtant le Conseil constitutionnel pourrait valider, mais quelques jours après, ben, c'est à 20h que finalement les Français savent qui est leur prochain président. C'est un sentiment de gravité. La joie dure très peu de temps, quelques secondes. Ensuite, c'est voilà, je suis président de la République, il y a encore des élections législatives qui vont suivre, il encore s'assurer d'une majorité, je vais prendre le destin de mon pays dans quelques jours, je reçois déjà un appel téléphonique de Madame Merkel, de Monsieur Obama, je suis déjà président alors même que je ne suis même pas installé. Donc je prends la mesure de ce qui m'attend dans un contexte déjà de crise. Il ne faut jamais oublier que nous sommes en pleine crise financière, que 3 mois plus tôt, dans la campagne, parce qu'il y a toujours des événements qui surgissent, il y a eu un attentat terroriste à Montauban et à Toulouse, qui a d'ailleurs suspendu la campagne. Donc je mesure ce que je vais devoir faire pendant les prochains mois, peut-être même les prochains jours. Et je me dis, qu'est-ce que je vais avoir à faire tout de suite? Un discours. Il faut que j'écrive quelques mots sur un papier pour délivrer mes premières impressions et dire aux Français combien je prends cette responsabilité d'ores et déjà en charge. J'ai compris que la France, ce n'était pas uniquement le département des Yvelines. C'est une telle excitation, un tel moment fort de votre vie, un sentiment d'exister, vraiment important, que c'est une forme de drogue quand même. Hein. Je ne serais pas totalement sincère si je vous disais que ça ne me manque pas.